Connectés pendant ce temps. Donc merci à tous pour votre participation. Pour ceux qui n'étaient pas encore connectés, quand je le disais, si vous pouviez faire apparaître votre prénom et votre nom, c'est juste pour simplifier la communication avec vous à la fin du webinaire, notamment pour avoir vos retours sur le webinaire. Donc, nous avons le plaisir aujourd'hui pour ce deuxième webinaire ORL d'avoir avec nous Ingrid Brusquin, chirurgienne à Gustave Roussy, qui va nous faire un topo sur le bilan des cancers ORL. Pour ceux qui n'ont pas assisté au précédent webinaire, on ne vous entend pas, mais vous avez en revanche accès à un chat dans lequel vous pouvez poser toutes vos questions pendant la présentation et on prendra les questions à la fin de la présentation. Voilà, et on pourra éventuellement rouvrir les micros si besoin, si certaines questions nécessitent des explications un peu plus poussées. Voilà, et je vais donc laisser la parole à Ingrid pour cette présentation. Eh bien, super. Merci beaucoup, Laure. Merci à tout le monde d'être présent. L'idée, c'est de faire un topo très général et introductif sur les cancers ORL. Si vous avez des questions, même pendant, ou en tout cas à la fin, bien sûr, on y répondra avec plaisir. Simplement, quelques diapos d'introduction, il y en a 3-4 sur les cancers ORL pour remettre dans le contexte. La première chose qui est importante à savoir dans les cancers des voies aérodigestives supérieures, c'est qu'on les divise en plusieurs localisations. Alors, les grandes localisations dont vous entendrez parler, les plus fréquentes, c'est la cavité buccale, qu'on appelle aussi cavité orale. Il y a l'oropharynx, c'est les deux localisations les plus fréquentes des cancers ORL. Puis, le pharynx, il est divisé en fait en 3 localisations. Le rhinopharynx ou nasopharynx, encore appelé cavum, qui est à l'arrière du nez, que tout le monde connaît maintenant avec les tests Covid, puisque c'est là qu'il fallait aller frotter les couvillons. L'oropharynx, qui est le pharynx en arrière de la cavité buccale. L'hypopharynx, qui est le pharynx qui descend jusqu'à l'œsophage, qu'on voit, qui est ici derrière. Il y a encore une localisation qui est la localisation du larynx en avant avec le cartilage thyroïde et les cordes vocales. Et puis, il y a toute la localisation du massif facial avec les fosses nasales, les sinus et la base du crâne. Et toutes ces localisations, eh bien, elles sont incluses dans les cancers de la tête et du cou. Et en fait, notre bilan, eh bien, il va avoir pour objectif de pouvoir examiner convenablement ces différentes localisations. Alors, il y a aussi différents types histologiques. Vous aurez, je pense, un webinaire dédié à l'anapath, mais le type histologique le plus fréquent et qu'on rencontre le plus souvent, c'est le carcinome épidermoïde. Et puis, il y a tout un ensemble de tumeurs rares qui peuvent émerger de ces différentes structures, qui sont des tumeurs qui proviennent des glandes salivaires, qui peuvent provenir des fosses nasales ou encore des lésions de type sarcome qui se développent sur les os ou sur les tissus mous. Alors, quand je veux passer ma diapo, si, comme ça marche. Alors juste aussi les fonctions des voies aérodigestives supérieures. Ben, les voies aérodigestives supérieures, elles ont 3 rôles majeurs: le passage de l'air, le passage des aliments et la phonation. Et donc, évidemment, les 2 premières sont absolument vitales. Il faut pouvoir respirer et il faut pouvoir s'alimenter. Et de la même façon, dans notre bilan, on va prendre en compte ces différentes fonctions. En termes d'épidémiologie, les cancers ORL sont la 5e cause de cancer le plus fréquent en France quand on groupe toutes les localisations. En 2018, ça représentait à peu près 18 000 nouveaux cas sur l'année et 5 000 décès. Et les facteurs de risque que tout le monde connaît, c'est le tabac sous toutes ses formes et l'alcool sous toutes ses formes. Alors, dans le cancer de l'oropharynx, il y a un facteur de risque qui est apparu et dont on parle depuis plus de 20 ans maintenant, qui sont les papillomavirus ou les virus HPV. Dans le cancer du cavum, il y a les virus de l'EBV, c'est le virus l'EBV, c'est l'Epstein-Barr, c'est celui qui donne la mononucléose. Tac. Alors, en ORL, il n'y a pas de test de dépistage, ça n'existe pas. Mais du coup, chez les patients à risque de faire des cancers, les patients qui consomment du tabac ou de l'alcool, ou bien certains patients immunodéprimés, eh bien, en cas de symptômes suspects qui vont durer plus de 3 semaines, eh bien, ça doit amener les patients à consulter en ORL. Les tableaux cliniques peuvent être parfois trompeurs chez les patients sans facteur de risque. C'est les patients typiquement qui ont un cancer de l'oropharynx lié à l'HPV. Ce sont des patients qui ne fument pas nécessairement et qui ne consomment pas nécessairement d'alcool et chez qui bien, on ne pense pas au cancer de l'amygdale, par exemple, ou de la base de la langue. Les cancers du nasopharynx sont liés à l'EBV.
donc le virus de l'Epstein-Barr, et ils sont plus fréquents dans le bassin méditerranéen et dans l'Asie du Sud-Est. Et puis, on a des cancers qui surviennent chez des patients sans facteur de risque. C'est les cancers épidermoïdes gingivaux chez les personnes âgées, qui sont des cancers liés dans ce cas-là à l'âge, et les carcinomes épidermoïdes qui surviennent aussi chez des sujets très jeunes, aussi potentiellement sans facteur de risque, et qui ont souvent une façon agressive de se développer. Alors, quand on va en consultation chez un médecin, il y a pas mal de photos. J'espère que ça ne choquera personne. Sinon, bah, vous fermez les yeux, je vous dirai quand il n'y aura plus de photos. Euh, Quand on va chez le médecin, la première chose qu'on fait, c'est un examen clinique en consultation, que ce soit finalement chez un généraliste ou chez un ORL ou un maxillofacial, parce qu'il n'y a pas que les chirurgiens ORL qui s'occupent des cancers ORL. Il y a aussi les maxillos, les stomatos. Et donc la première chose, c'est qu'on examine les différentes structures dont j'ai parlé. Ici, on a une lésion qui est située sur le sillon pelvilingual, donc entre la langue et le plancher de la bouche. On voit qu'elle est légèrement ulcérée, bourgeonnante. Elle n'empêche pas de tirer la langue, puisqu'ici on fait tirer la langue au patient, mais on peut avoir des lésions sous différentes formes qui peuvent être plutôt blanches que rouges, qui sont sur le bord de la langue, hein, puisqu'ici vous avez, qui sont plutôt même sur le plancher, pardon. Sur le plancher, puisqu'ici vous avez la gencive avec les dents et ici la partie postérieure du plancher buccal. Vous avez ici une lésion qui peut être un peu plus difficile finalement à voir, qui est sur l'oropharynx, hein, qui est sur la région amygdalienne à droite, qui peut être un petit peu mal délimitée. Ça, c'est le voile du palais. Et ici, c'est la langue avec la base de la langue. Et puis, vous pouvez avoir des lésions qui sont sur la gencive au niveau de la cavité buccale. C'est cette lésion ici qui souffle la mandibule. Et quand on regarde ce même patient avec de l'autre côté, puisque ici, vous êtes vers l'intérieur des dents, du côté de la langue, et là, vous êtes vers l'extérieur du côté de la face interne de joue, et bien, cette lésion n'est pas visible. Et donc, il faut pouvoir bien examiner les patients en déplissant les muqueuses et en utilisant des abaisse-langues. C'est un abaisse-langue qu'on voit notamment ici. Là, en métal. Ici, il est en bois. Le métal, il a l'avantage d'être plus rigide et on arrive mieux à déplisser les structures. Et on palpe aussi, en fait, ces lésions, parce que la palpation va nous permettre d'évaluer la profondeur d'infiltration et donc l'infiltration des tissus simplement. Ensuite, en consultation, on fera une nasofibroscopie. Alors, la plupart du temps, maintenant, c'est une vidéo nasofibroscopie. Du coup, elle s'est projetée sur grand écran. Pardon. Et on peut faire cet examen avec une anesthésie locale avec de la xylocaïne, puisque la vidéo nasofibroscopie, c'est une petite caméra, c'est un endoscope qui fait 3 à 4 millimètres de diamètre, qu'on introduit dans les fosses nasales et puis qui permet de regarder et d'inspecter toutes les voies aérodigestives supérieures jusqu'au larynx. On ne voit pas, on voit une partie de l'hypopharynx, on ne voit jamais la bouche de l'œsophage qui est collabée, qui est fermée au moment de l'examen. Alors, en vidéo nasofibroscopie, ça donne ce type d'image. Eh bien, ici, vous avez une lésion de la corde vocale. Alors, l'avant est ici en bas, l'arrière est ici en haut. Vous avez la droite ici au bord de l'écran et la gauche est de ce côté-là, puisque donc c'est un examen où le patient est tenu face à vous. Et donc, là, vous avez une image d'un larynx avec les replis ari-épiglottiques. Ça, ce sont les aryténoïdes. Ici, le patient est en phonation, ça veut dire que les deux cordes vocales se rapprochent. Les cordes vocales, elles sont ici. Et vous avez une lésion qui souffle la corde vocale du côté gauche. Cette lésion, on la voit mieux quand on se rapproche et on la retrouve ici. C'est une lésion bourgeonnante de la totalité de la corde vocale. On voit qu'elle a tendance à descendre légèrement dans la partie inférieure, donc de la face inférieure de la corde vocale, mais on ne peut pas dire si elle atteint la sous-glotte. Hein. Le côté des cordes vocales, c'est la même chose que la glotte. Et on a l'impression, mais il faudra le dire au moment de l'examen sous anesthésie générale, que la lésion va vers la partie ici en dedans. Vous voyez ici, il y a un espace qui est un espace virtuel qu'on appelle le ventricule, et ça, c'est la bande ventriculaire. Et bien ici, on a l'impression que la lésion va vers le ventricule. En consultation,
on va toujours réaliser un schéma et lors des examens sous anesthésie générale aussi, schéma qui permet de bien identifier les structures qui sont envahies. Donc ici, c'est un schéma du larynx avec les cordes vocales, la bande ventriculaire, les aryténoïdes, le repli ari-épiglottique, l'épiglotte. Et donc, ce schéma, il va nous permettre de dire, bah, je n'ai pas vu la face inférieure de corde convenablement, il faudra aller voir sous examen général s'il y a une atteinte sous-glottique. J'ai l'impression qu'il y a une atteinte du ventricule, mais je n'en suis pas certain. Et chose très importante en ORL, c'est d'examiner la mobilité des structures, puisque les aryténoïdes et les cordes vocales, eh bien, ça bouge. Au moment où on parle, les cordes vocales, elles se rapprochent. Au moment où on respire, pour que l'air puisse passer dans la trachée, les cordes vocales s'écartent. Et donc, ça fait partie du bilan de ces lésions. Alors, on regarde en consultation et sous anesthésie générale de façon très attentive parce qu'il peut y avoir des localisations multiples. Comme la plupart de ces cancers sont liés au tabac et à l'alcool, eh bien, le tabac et l'alcool abîment et irritent toutes les voies aérodigestives supérieures. C'est la notion qu'on appelle de cancérisation de champ. Et ici, vous avez une petite lésion qui est située entre le plancher et la langue, mais vous avez aussi une petite lésion chez le même patient au niveau de la région amygdalienne du côté gauche. Et cette lésion, eh bien, on la voit sous anesthésie générale à l'envers, ici, pendant l'examen sous anesthésie. Un autre patient chez qui vous avez plusieurs lésions, ce patient, il consulte pour une lésion de la langue. Vous voyez ici la langue mobile avec une lésion postérieure ulcérée, fibrineuse, qui finalement n'est pas très volumineuse, mais qui est probablement plutôt infiltrante. Eh bien, quand on fait un schéma de la cavité buccale, on dessine la base de la langue, on dessine la langue mobile, on dessine la face dorsale de langue, la face ventrale, le plancher, et comme ça permet de bien définir les différentes sous-unités des localisations atteintes. Eh bien, ce patient, on voit que ici, sur la luette, il a une muqueuse qui a un aspect un petit peu anormal. Normalement, la muqueuse, hein, elle est rose, comme on voit ici sur le larynx. Bien ici, on voit qu'elle est légèrement granuleuse. On a aussi l'impression qu'elle est un petit peu plus granuleuse sur le côté au niveau du pilier antérieur de l'amygdale. Et puis sur la corde vocale, on voit une toute petite lésion blanchâtre ici sur la corde vocale droite qu'on ira examiner sous anesthésie générale. Alors, le bilan complet, une fois que le patient a été vu en consultation, eh bien, il va consister à caractériser la lésion. En général, on fait un bilan d'imagerie par scanner cervico-thoracique avec injection de produit de contraste, IRM de la face et du cou avec injection de produit de contraste, PET scanner. Ça dépend de la localisation et ça dépend du volume de la maladie. Pour des petits cancers, en général, on ne fera pas de PET scanner. Pour des cancers localement avancés ou des adénopathies cervicales, on demandera un PET scanner. Le scanner thoracique est systématique parce qu'il fait partie du bilan d'extension. Pour les lésions ORL qui sont au-dessus, en général, de l'osioïde, on fait plutôt un scanner et une IRM. Et pour les lésions qui sont en dessous de l'osioïde, donc le larynx et l'hypopharynx, on fait plutôt un scanner seul. Parmi ce bilan, on demandera au patient de voir notre anesthésiste. On fera une consultation avec les dentistes, en général conjointement avec un panoramique dentaire et parfois même des prises d'empreintes si on envisage une chirurgie. On va toujours ou quasi toujours demander une panendoscopie avec une fibroscopie œsogastrique. On va voir des images. La panendoscopie, elle permet de cartographier la lésion, elle permet de faire des biopsies et de vérifier l'absence de second cancer. La fibroscopie œsogastrique, elle permet justement d'aller voir la muqueuse de l'œsophage parce que, toujours cette notion de cancérisation de champ, le tabac et l'alcool peuvent avoir causé des lésions œsophagiennes. Souvent, on fait un bilan sanguin. Alors, il n'est pas nécessairement fait partout. On peut faire un bilan pré-immunothérapie si on pense que les patients vont avoir besoin de chimiothérapie. On peut faire un bilan où on cherche ce qu'on appelle le CDT, qui est une enzyme qui augmente en cas de consommation d'alcool. Et ça peut être intéressant pour les patients qui déclarent une consommation éthylique et où vous voulez la corroborer à cette déclaration. Pour les patients qui ont plus de 70 ans ou plus de 75 ans, souvent on demande une consultation d'oncogériatrie. Et puis, après, en fonction du traitement qui va être envisagé, eh bien, vous pouvez demander tous les examens qui sont ici à droite sur ma diapo. Si vous envisagez une chirurgie avec une reconstruction par lambeau libre,
eh bien, il faudra vérifier que les vaisseaux de votre patient sont bien en bon état. On fait un échodoppler des vaisseaux du cou parce que on va brancher nos vaisseaux sur les vaisseaux du cou et on fait souvent, si on a besoin d'un lambeau du membre inférieur, un échodoppler des vaisseaux des membres inférieurs. Si on veut prendre un lambeau libre de péroné, on fait un angioscanner des membres inférieurs. Évidemment, les patients verront un chirurgien, plasticien ou reconstructeur parce qu'il n'y a pas que les plasticiens qui font de la reconstruction. Si on envisage une épithèse, on demande une consultation avec un épithésiste et parfois, il y a besoin d'avoir un avis cardiologique. Il est extrêmement important de prendre en charge les soins de support. Ça ne fait pas partie du bilan réel du cancer ORL, mais en fait, nos patients sont souvent dénutris, ont parfois des problèmes d'addiction et ont parfois des problèmes de douleur. Et tout ça, ça peut être pris en charge par toutes les équipes de soins de support. Si on envisage une chimiothérapie, qu'elle soit une chimiothérapie en oncologie médicale ou une chimiothérapie concomitante à la radiothérapie, on fera une demande d'échographie cardiaque pour évaluer la fraction d'éjection ventriculaire. Ça peut se faire aussi en scintigraphie myocardique. On fera souvent une audiométrie pour évaluer l'audition des patients avant les sels de platine qui sont toxiques, des bilans sanguins, éventuellement une pose de chambre implantable et une consultation avec un oncologue médical. Alors ici, un bilan d'imagerie. Alors l'idée, c'est en général, quand je montre ça, c'est de faire participer, mais je vais expliquer ce qu'on voit. C'est pour vous montrer les différences et les différences de structure qu'on peut analyser avec l'IRM, le scanner ou le PET scanner. Ici, c'est un patient qui a une lésion du bord de la langue. Alors sur une imagerie, la gauche est à droite, la droite est à gauche. Et donc en fait, en IRM, on voit ici une petite lésion du bord latéral et postérieur de la langue mobile, donc à droite. C'est sur la gauche de l'écran, mais c'est à la droite du patient. Et donc, cette petite lésion, elle est relativement bien visible en IRM. Elle est beaucoup moins bien visible au scanner, d'où l'intérêt de pouvoir avoir les deux techniques. Le scanner permet aussi d'avoir une bonne visibilité sur l'atteinte osseuse. On appelle la corticale. La corticale, c'est l'extérieur de l'os. L'IRM permettra d'avoir une bonne évaluation de l'os à l'intérieur de l'os. C'est ce qu'on appelle la médulaire. C'est ce qui est ici à l'intérieur. Et le PET scanner, le PET scanner permet de deviner cette petite lésion, mais il permet aussi de repérer le bilan à distance qui concerne ici les ganglions. Vous avez ici une adénopathie qui est contralatérale à la lésion, qui est donc du côté gauche. Et ce ganglion, on le voit sur le scanner, sur la coupe correspondante. Vous avez ici les vaisseaux du cou, puisque c'est un scanner avec injection de produit de contraste. Il faut toujours une injection de produit de contraste en ORL, sinon on ne voit pas les structures convenablement. Et donc, ici, vous avez les vaisseaux, les artères et les veines, donc l'artère carotide et la jugulaire. Et vous avez ce ganglion qui est donc une adénopathie parce qu'il est hétérogène. Vous voyez qu'il prend le contraste à la périphérie, il est trop arrondi et il est hypermétabolique au TEP scanner. Alors, un exemple de cancer de base de langue, cette fois-ci, où on a à la fois les images et les photos de la lésion et l'imagerie. Donc, c'est un patient où finalement, on ne voit pas énormément de choses quand on l'examine. On voit que quand il tire la langue, elle est déviée, puisque ici, on voit que la langue n'est pas tirée de façon symétrique. On voit à la nasofibroscopie une voussure sur la base de la langue, qui est ici. Donc, vous avez le larynx, la base de langue, et ici, qui empêche un petit peu la vision. En fait, c'est le voile du palais. Et donc, on ne peut pas dire que cette lésion soit extrêmement visible, hein, elle est bourgeonnante, mais elle n'est pas très ulcérée. Mais donc, quand on la représente, on a ce bourgeonnement de la base de la langue à droite qui infiltre la langue en profondeur et avec ces dessins qui montrent qu'en fait, on a une infiltration sous-muqueuse, mais que la muqueuse n'est pas atteinte. Et quand vous voyez l'imagerie, que ce soit sur le scanner ici, on retrouve cette lésion qui est donc localisée à gauche, prédominante à gauche, qui infiltre la base de la langue et la région du plancher, qui vient dépasser la ligne médiane et on la retrouve hypermétabolique au TEP scanner. Toujours un bilan d'imagerie. Pourquoi ? Parce que, par exemple, voici une image d'une lésion palatine.
Cette lésion, elle est un petit peu violacée. Elle pourrait correspondre à une lésion de type mélanome ou lésion atypique des glandes salivaires. Et donc, à cet endroit, il ne faut jamais aller enlever tout de suite la lésion sans avoir d'imagerie ni de biopsie, parce que si on regarde à l'imagerie de ce patient, eh bien, on voit que la lésion, elle est responsable d'une atteinte osseuse. Ça, donc, c'est une coupe en scanner qu'on appelle une coupe coronale, hein, comme si on avait une couronne. Euh, et on voit à droite, eh bien, l'os, normalement, est complet et blanc. Et on voit ici qu'il y a une interruption de l'os, de la corticale osseuse, qui est en lien avec une lise liée à la lésion. Et donc, ce patient, si on l'opère, on enlève seulement la lésion en grattant l'os, ben, on va laisser de la maladie. Et par contre, si on veut enlever l'os, on va créer une communication entre la cavité buccale et la fosse nasale qui est juste au-dessus. Et donc, il faudra réfléchir à comment on la referme. Bilan d'imagerie pour les lésions nasocinusiennes. Les lésions du nez et des sinus, elles sont accessibles lors de l'endoscopie. Et on voit ici une lésion avec une imagerie IRM. L'IRM qui permet d'évaluer l'infiltration vers la base du crâne et donc ici les lobes frontaux. Et le scanner qui permet de bien évaluer la lise osseuse. On voit ici cette lésion qui est responsable d'une lise de la base du crâne. Alors, on va toujours faire une biopsie. Donc, la biopsie, elle va permettre d'avoir un diagnostic histologique, de savoir quelle est la nature de la lésion, si c'est une tumeur bénigne, une tumeur maligne, et si c'est une tumeur maligne, quel type de lésion c'est. Le plus souvent, elle va se faire sous anesthésie générale. Donc, j'ai parlé de la panendoscopie ou panendoscopie. Le pan, c'est pour dire que c'est toutes les voies aérodigestives supérieures, comme dans pandémie, ça touche tout, l'entièreté de la planète. Et panendoscopie, ça permet de voir toutes les voies aérodigestives supérieures. L'intérêt, ça permet un examen correct et complet, parce que parfois, en consultation, vous avez des patients qui ont des nausées ou qui, à cause de la douleur, ne se laissent pas examiner convenablement. Et c'est extrêmement important de pouvoir bien caractériser les différentes structures atteintes. Ça permet de faire des biopsies multiples, parce que parfois, vous avez des lésions qui ne sont pas homogènes, et donc, il faut pouvoir faire plusieurs biopsies. Et en consultation sous anesthésie locale, c'est moins confortable, et ça permet d'évaluer la recherche de second cancer liés au tabac et à l'alcool. On peut parfois discuter de faire une microbiopsie sous échographie ou sous scanner si l'accessibilité tumorale est difficile ou risquée. Si vous avez juste un ganglion sous-cutané, par exemple, sans porte d'entrée, eh bien dans ces cas-là, on peut demander une microbiopsie sous échographie. C'est fait en général par les radiologues interventionnels. Alors, la panendoscopie sous anesthésie générale, elle va se passer avec ce type d'instrument, un hypopharyngoscope, sur lequel on branche une lumière. On fait respirer le patient, alors c'est sous anesthésie générale. Nous, à Gustave Roussy, on fait ce qu'on appelle une jet ventilation. C'est un petit cathéter qu'on pique entre le cartilage cricoïde et le cartilage thyroïde. Pour ceux qui me voient, je ne sais pas si on me voit finalement dans la vidéo, mais c'est vraiment Et on le voit. localisé On le voit ici. bien. C'est là où on fait les trachéotomies en urgence dans les films et dans la vraie vie quand on doit faire une trachéotomie en urgence. Et donc là, il y a une membrane où il n'y a pas de vaisseau. Et donc, en fait, on peut piquer un petit cathéter et ce cathéter, eh bien, on va le brancher à une machine qui va insuffler de l'air et de l'oxygène. Et donc, le patient, on va lui insuffler de l'air par ce petit cathéter qu'on retrouve ici. Et ça va permettre en fait de bien dégager les voies respiratoires et de pouvoir examiner les patients convenablement. Donc, on a des instruments qui paraissent un petit peu archaïques, hein, c'est des longs tuyaux, un hypopharyngoscope. Avant, on avait un œsophagoscope qui était un tuyau beaucoup plus long qui permettait de voir l'œsophage. Maintenant, on fait plutôt des fibroscopies œsogastriques souples parce qu'avec l'œsophagoscope rigide, on peut avoir des plaies de l'œsophage et ça fait partie des complications qu'on souhaite éviter. On a des optiques longues qui permettent de bien examiner et de voir avec une haute définition les différentes structures, et puis des pinces pour pouvoir faire les biopsies. Ici, vous avez un larynx d'aspect sain, et ici, vous avez une petite lésion de la corde vocale. Ça se présente au bloc opératoire plus ou moins comme ceci. Ici, c'est une suspension laryngée. On n'a pas besoin de tenir le tuyau qui est introduit par les voies naturelles, hein. On ne fait pas de cicatrice pour ce type d'examen. Et ça permet donc de bien examiner toutes les structures des voies aérodigestives supérieures. Quand on fait une biopsie endonasale, elle peut être faite en consultation.
puisqu'on a accès avec un endoscope à différentes zones des fosses nasales et de l'entrée des sinus. Mais ça peut aussi être fait, si c'est plus compliqué, au bloc opératoire, sous anesthésie générale. Et dans ces cas-là, eh bien, le chirurgien, qui est ici le docteur Moyaplana chez nous, examine avec la caméra qui est retransmise, et on passe par le nez. Une fois qu'on a fait le bilan de biopsie et d'imagerie, ça va nous permettre en fait d'obtenir une classification qu'on appelle la classification TNM. T pour tumeur, en anglais tumor, N pour node, ce sont les ganglions, et M pour les métastases. Et en fait, tous les cancers vont toujours avoir une classification TNM. On va de T1 à T4, de N, de T0 même, parfois même TX quand on ne sait pas où est la lésion, qu'elle a déjà été enlevée et qu'on ne peut pas l'examiner, T0 quand il n'y a pas de lésion, T1 petite lésion, T4 volumineuse lésion, idem pour le N, de NX quand on ne peut pas l'évaluer, à N0 pas d'adénopathie, et N1, N2, N2A, N2B, N2C, N3A et N3B. Tout ça, c'est en fonction des critères de gravité. On pourra revenir dessus si vous le souhaitez. Et métastase, c'est M1 ou M0. Ici, vous avez l'exemple de la classification de l'oropharynx. L'oropharynx, c'est un peu particulier parce que donc il peut être lié à l'HPV, et cette caractéristique, elle intervient dans la classification TNM. Si vous avez un cancer qui est lié à l'HPV, on le détecte par une immunohistochimie P16. Je crois que c'était l'objet du premier webinaire avec le professeur Mirgani. Et donc, vous avez des T1, T2, T3, T4. Si par contre, la tumeur est P16 négative, plutôt chez des patients qui consomment du tabac et de l'alcool, eh bien, vous avez une classification qui est un petit peu différente, et c'est surtout une classification qui est différente pour les ganglions. Alors, j'ai mis que les ganglions des P16 négatifs ici. En pratique, dans la séquence de timing, donc, il y aura la consultation initiale avec l'examen ORL, la nasofibroscopie. Les bilans complémentaires qui vont être indispensables pour la RCP, ce sont tous les bilans morphologiques, scanner, IRM, PET scanner qui est un bilan métabolique et pas morphologique, la panendoscopie, le résultat histologique qui est nécessaire. Tous les autres examens, ils vont être nécessaires pour la prise en charge, mais pas pour décider du traitement. La décision du traitement, elle va se faire en RCP, qui est une réunion de concertation pluridisciplinaire, qui est une obligation légale, qui doit être faite le plus rapidement possible, idéalement dans les 2 à 3 semaines après la consultation initiale. Et cette RCP, elle doit réunir au moins 3 spécialistes différents pour être validée. Au terme de la RCP, on remettra au patient un plan personnalisé de soins et on pourra débuter le traitement. Alors, la RCP, elle va intégrer des données d'imagerie, d'histologie, mais elle va aussi prendre en compte l'état général et les comorbidités du patient. On a souvent des patients qui sont âgés, qui sont dénutris, qui sont fatigués. Ça fait partie de la décision de prise en charge, parce qu'un patient qui a 30 ans en super état général ne se traite pas comme un patient qui a 80 ans avec des pathologies cardiaques ou une pathologie de bronchite chronique, par exemple. Le souhait du patient va être pris en charge aussi dans la mesure du possible. Quand on présente les différents types de traitements, eh bien, on explique au patient les chances d'efficacité de ces traitements. Et puis, si un patient ne veut pas être opéré, par exemple, eh bien, même si c'est le traitement recommandé, on pourra discuter avec lui pour trouver une alternative thérapeutique. Ça va aussi dépendre, la prise en charge, des habitudes de centre. Il y a des centres qui ont tous les plateaux techniques, la chirurgie, la chimiothérapie, la radiothérapie. Il y a des centres qui n'ont pas de chirurgie et qui vont plutôt s'orienter vers des traitements de radiothérapie, et à l'inverse, des centres qui n'ont pas ou moins accès à la radiothérapie et qui vont plutôt s'orienter vers des traitements chirurgicaux. Le plus souvent, dans les traitements des cancers ORL, on va avoir un traitement multimodal. Pour des petites lésions, on va essayer de faire un seul traitement, que de la chirurgie, que des rayons, parfois des rayons avec de la chimio. Souvent, comme on arrive sur des tumeurs localement avancées, eh bien, on fait une combinaison des différents traitements, chirurgie, radiothérapie, chimio. Le chirurgien ORL, j'en parle parce que j'en suis une, il a une grande responsabilité dans la prise en charge initiale des patients ORL, parce que c'est nous, alors j'inclus chirurgien ORL, mais finalement maxillo, chirurgien diagnostiquant la pathologie, parce qu'on fait partie de l'équipe qui diagnostique le cancer. Il va falloir le faire dans des délais adaptés
à la vitesse de progression et aux conséquences des symptômes. Il y a des patients qui arrivent avec des dyspnées majeures ou avec des dénutritions majeures et ce sera une urgence dans la prise en charge. Urgence pour le faire respirer, urgence pour le renourrir, le réhydrater. Il va être important donc dans l'évaluation des extensions et des capacités du patient à supporter le traitement. C'est en général le chirurgien ou la chirurgienne qui gère la RCP et qui annonce le diagnostic au traitement au patient. Et c'est nous aussi qui coordonnons le traitement et qui restons les référents des patients. Et bien sûr, on fait le geste chirurgical quand il est nécessaire et on s'occupe du post-opératoire. Mais finalement, c'est qu'une petite partie de la prise en charge globale. La prise en charge globale, elle se fait avec des équipes qui sont pluridisciplinaires, chirurgie, mais aussi des radiothérapeutes, des oncologues médicaux, des radiologues, des pathologistes, des chirurgiens reconstructeurs. Il y a besoin de dentistes, il y a besoin d'anesthésistes, il y a besoin de kinés, de médecins nucléaires, d'oncogériatres, d'oncopsychiatres, de médecins de la douleur, de nutritionnistes, d'orthophonistes qui vont entrer en jeu, parfois dans le bilan pré-traitement, parfois plutôt et surtout dans le bilan et dans la prise en charge post-traitement. Il y a des infirmières qui vont être spécialisées en coordination et puis les infirmières de soins qui sont importantes, l'équipe médicale avec le secrétariat médical et évidemment, dans cette prise en charge, il y a l'équipe de recherche clinique qui est représentée par vous, qui va s'intégrer en fait dans cette prise en charge. Collaboration avec d'autres médecins. On a dit les patients ont beaucoup de comorbidités et donc il y a d'autres spécialistes d'organes qu'on va pouvoir solliciter, cardiologues, angiologues, pneumologues, gastro-entérologues, neurologues, puisqu'il faut toujours évaluer les comorbidités et si possible les corriger pour pouvoir donner aux patients le traitement le plus adapté et intégrer le médecin généraliste dans la prise en charge parce que lui va être important dans le soutien de son patient, dans la mise en place des soins de support et puis c'est le relais finalement de la médecine d'hôpital. Donc, pour conclure, le cancer ORL nécessite un bilan complet qui est souvent lourd. C'est compliqué à expliquer aux patients en consultation initiale. Ils vont aussi nécessiter une prise en charge lourde en soins de support. Je ne me suis pas attardée dessus, mais donc la douleur, la dénutrition, l'addiction, ça fait partie des choses qui sont essentielles dans la prise en charge initiale. Ce sont des maladies graves qui sont curables si elles ne sont pas métastatiques. Le bilan il va être adapté en fonction de la localisation de la lésion, des comorbidités du patient et du traitement que vous envisagez. Ce sont des traitements qui sont lourds et qui nécessitent beaucoup de rigueur dans toute la prise en charge qui restera multidisciplinaire. Et donc, cette prise en charge, elle est multidisciplinaire avec quand on rajoute en fait des essais cliniques, eh bien, on rajoute une échelle sur la prise en charge avec toute l'équipe de recherche clinique. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser maintenant et sinon, vous n'hésitez pas aussi à nous contacter par mail si besoin. Merci Ingrid, pour cette présentation complète et très claire. Est-ce qu'on a des questions dans le chat? Non? Est-ce qu'on peut avoir le diaporama, me demande-t-on? Oui, ça ne me pose pas de souci. OK. Alors, je pose quelques questions et comme ça, on verra si ça crée un petit engouement. Ce que je voulais dire, ah oui, le délai en général pour le bilan initial, là, tu disais sous 15 jours, il doit être fait pour tout ce bilan? Les recommandations de bonne pratique, c'est 2 à 3 semaines pour avoir la RCP. Ouais. Ah ouais, 2 à 3 semaines. Ouais. Ouais. Souvent, on est plus proche des 3 semaines que des 2 semaines. Hein. Ouais, j'imagine parce que c'est un peu lourd, quoi. Parce que quand il faut faire tout le bilan d'imagerie, de scan, d'IRM, de PET scanner, d'examen sous anesthésie générale, déjà rien que ça, finalement, dans les 15 À jours, programmer. c'est très compliqué. Et puis, il faut un délai entre l'examen sous anesthésie générale et la réception de la biopsie. Si les patients viennent avec un diagnostic histologique, on n'a pas besoin de ce délai. Mais si ce n'est pas le cas, en général, il faut, selon les anapathes et selon les jours, il faut 3-4 jours quand même. En 48 heures, normalement, on doit être capable d'avoir une histo, mais il faut 48 heures de jour ouvré, quoi. OK, ça marche. Et les patients vous sont adressés le plus souvent par qui? Les médecins généralistes? Alors, les patients peuvent être adressés par des généralistes, par des ORL de ville, qui ne font pas nécessairement les bilans sous anesthésie, par des dentistes, par des stomatos,
ça peut être par des maxillos. C'est vraiment, les ports d'entrée sont assez variables. Parfois, ils viennent de leur propre, initiative, c'est beaucoup moins fréquent quand même. Ouais. J'ai une question là dans le chat. Quelles sont les principales complications post-op? Question peut-être, vaste question. Alors c'est très, très vaste, ça dépend vraiment des chirurgies et ça dépend complications immédiates ou complications, retardées. Si on prend les complications à long terme, qui sont en général majorées par, la radiochimio, c'est des troubles de la déglutition, c'est des fausses routes, heu, c'est, parfois des troubles de l'élocution, des difficultés pour parler. Après sur les complications immédiates, sur les grosses chirurgies, c'est les échecs de lambeaux, hein, où il faut refaire des lambeaux libres. C'est les saignements, c'est les hémorragies, c'est les infections, c'est les fistules. On pourra réfléchir à faire un webinaire, complications, chirurgicales. Ça peut être un thème. Ouais, Regardez. je pense que ça peut être un topo entier, ouais. Oui. J'ai une autre question. Pourquoi les patients alors jeunes, j'imagine pas pourquoi les patients jeunes ont des cancers dans la langue et les personnes âgées ont des cancers de la cavité buccale? Eh bien, on n'a pas vraiment de réponse à ça. On a des jeunes qui ont aussi, des cancers du larynx, hein, ça arrive, ou des cancers de la bouche œsophagienne qui fait partie, de l'hypopharynx. Mais, c'est vrai que la majeure partie des patients jeunes, c'est moins de 40 ans, arrivent plus souvent avec des cancers de la cavité buccale, et les personnes âgées, beaucoup plus souvent sur la crête gingivale. Je ne sais pas si c'est lié à des problèmes dentaires, si c'est des problèmes d'irritation par les prothèses. Ça fait toujours partie des choses qui sont, discutées. Ça ne fait pas partie des facteurs, reconnus, mais c'est toujours discuté. L'hygiène dentaire, est toujours discutée, mais, c'est pas très clair ça. OK, alors j'ai pas d'autres alors attends, si. Pour les patients qui refusent la chirurgie, est-ce que les autres traitements proposés restent aussi efficaces ou est-ce que les patients ont une perte de chance? Bon, là encore, Alors ça dépend. En fait, les traitements équivalents, c'est par exemple les petites lésions de corde vocale, un T1N0 de corde vocale. On sait que la chirurgie et la radiothérapie fonctionnent très bien. C'est une chirurgie qu'on appelle une cordectomie. On passe par les voies naturelles et on enlève au laser une partie de la corde vocale. Et en radiothérapie, c'est ce qu'on appelle la radiothérapie petit champ. Donc en fait, ils irradient que la boîte laryngée. Donc ça a très peu d'effets secondaires. Dans ces cas-là, on sait que les deux fonctionnent très bien et en général, on laisse le choix au patient. L'avantage de la chirurgie, c'est que le patient, il rentre la veille et il sort le lendemain. L'inconvénient de la chirurgie, c'est que la voix est plus altérée. L'avantage de la radiothérapie, c'est que ça préserve mieux la voix, mais que du coup, ça va être un traitement qui va durer 6 semaines. Donc, ça peut faire balancer la prise en charge. Heu, on laisse aussi le choix en général sur les petites lésions de l'oropharynx liées à l'HPV. On pense qu'on peut ou les opérer ou les irradier. Après, si on pense qu'il y a une indication à aller faire une laryngectomie totale, par exemple, et que le patient ne veut pas, de laryngectomie, ce qui peut se concevoir, on partira plutôt sur une radiochimiothérapie, mais il y a potentiellement une perte de chance, oui. Voilà, mais ça dépend vraiment des localisations. OK. Alors j'ai pas d'autres questions qui arrivent dans le chat. Peut-être juste sur le TNM, si tu peux revenir et expliquer la différence entre le CN et le PN? Même si tout le monde sait peut-être, mais Non, mais tu as raison. Le CN, c'est le TNM. Le CTNM, c'est le TNM clinique qui prend en compte, j'y ai pensé quand j'en ai parlé, que je n'avais pas détaillé. Le TNM clinique, il prend en compte l'examen clinique et l'examen d'imagerie. Donc, dans le CN, un coup CN0, c'est un patient qui, à l'examen clinique, quand on palpe son cou et à l'imagerie, n'a aucun ganglion suspect. Ça, c'est le C. Et le PN, donc le PT, hein, c'est un coup qui a été opéré. Donc P, c'est pour pathologique. Donc c'est l'examen anapath après la chirurgie qui dit s'il y avait vraiment des adénopathies ou pas. Donc voilà, c'est la confirmation ou pas du CN. Et super, c'est vrai merci. que non, mais tu as raison. Quand je l'ai dit, je me suis dit, tiens, je ne me suis pas étendue là-dessus. OK, merci beaucoup et j'ai l'impression qu'on a répondu dans les essais ORL, on prend les C et PTNM. C'est plutôt les C, en général. Après, sur,
sur les essais post-chirurgicaux, on peut prendre en place le PTNM, mais on n'a pas le PTNM pour tout le monde. On a un PTNM que si on a opéré le patient. Donc, en général, c'est plutôt sur base du CTNM. Est-ce qu'on a d'autres questions? C'est le moment. Allez-y, n'hésitez pas. On est là pour ça. Pas d'autres questions à ce stade. Eh bien, super. J'ajouterais que vous allez recevoir un questionnaire, je crois, hein. Oui, exactement. Et surtout, remplissez-le parce que ça permet, c'est important qu'on ait votre tour sur est-ce que ce qu'on fait, c'est ce que vous attendez? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut améliorer, des choses qu'il faut ou qu'on peut faire différemment? C'est vraiment important. Ça ne prend pas beaucoup de temps et ça peut vraiment être intéressant. L'objectif, c'est de s'adapter au mieux. Et j'en profite aussi pour vous dire qu'on va continuer du coup les programmes de webinaire, mais qu'on va aussi organiser des journées en présentiel en décembre. Vous verrez passer prochainement le programme. Donc, ça sera l'occasion de retrouver certains orateurs comme Ingrid, normalement, en Avec présentiel pour plaisir. les journées ARC. Donc, si vous avez d'autres questions, vous pourrez lui poser à ce moment-là. Voilà, un grand merci Ingrid pour cette présentation qui était très claire. Et je pense très utile pour le… Ah, on a une question du Hein. coup. La qualité de vie Vas-y. des patients après le traitement, si la qualité de vie est détériorée, comment aider les patients? Bah, c'est hyper vaste, mais effectivement, il y a toute la question de la prise en charge des soins de support. Il y a la qualité de vie, point de vue prise en charge de la douleur. Il y a la prise en charge parfois de la souffrance psychologique, qui fait partie aussi de la prise en charge initiale si besoin. Il y a tout ce qui est rééducation avec l'orthophonie, où c'est important, la nutrition, la rééducation kiné. Voilà, c'est très, très vaste aussi, la qualité de vie. Mais ça aussi, ça peut être un topo Tout à fait, intéressant. je prends des notes. Ouais, Ok. Eh ben, écoutez, je crois que là, on est arrivé au bout. Merci beaucoup, Ingrid. Merci à tous de vous être connectés et de participer, même si c'est forcément plus compliqué qu'en présentiel. Et le prochain topo aura lieu en septembre et sera sur le rôle de l'anapathe et les super. marqueurs. Eh ben, merci à tout le monde. Merci beaucoup, Laure, et toute l'équipe d'Unicancer. Merci. Au revoir, bon Bonne journée à après-midi. tous.